L'odeur l'atteignit avant le bruit, du pétrole brut entrelacé de sauge brûlée et cette légère odeur métallique qui suintait toujours de la terre défoncée après les coups de foudre. Raven s'arrêta au sommet du mur extérieur effondré de la raffinerie, la plaine d'oliviers grisâtres s'étendant sous lui comme l'empreinte d'une main ancienne. Un vent matinal siffla à travers les bosquets dénudés, charriant des particules de cendres qui semblaient ne jamais se déposer. Au loin, un chien aboya une fois, 2 fois, puis plus rien que le claquement de rubans de plastique cloués aux branches mortes, drapeau sentinelle d'un royaume de ruines. Raven Alvaro autrefois, avant les noms d'armes déplaça la lourde sacoche en toile sur son épaule et se glissa par une brèche dans le revêtement ondulé. À l'intérieur, l'immense squelette de la raffinerie gisait dans la pénombre, des rayons de soleil traversant les trous du toit pour rayer les tuyaux rouillés. 8 années de négligence avaient réduit au silence le vrombissement des pompes et des tours, mais malgré le silence, il percevait encore le cœur des lieux, le lent ruissellement du brut, le murmure des vapeurs s'échappant des collecteurs fissurés, le gong sourd du métal refroidissant dans l'air de l'aube. Il prit le chemin le plus court, échelle, passerelle, saut par-dessus une poutre affaissée, ses bottes se souvenant de chaque oscillation, de chaque bavure. C'était le labyrinthe qu'il avait conquis après les incendies, la seule carte qu'il gardait en tête. En contrebas, des flaques d'eau noire reflétaient le ciel affaissé. Au-dessus, les colonnes de distillation s'élevaient telles des géantes pétrifiées, leurs flancs criblés de cicatrices d'éclats d'obus et d'avertissements à la bombe, pas des dieux ici, avait écrit une autre main, et en dessous, une supplication plus simple, plus ancienne, à laquelle la guerre n'avait jamais répondu, Quiero vivir. Raven s'accroupit devant la colonne 3. Un conduit fragile s'était ouvert là où la chaleur s'écoulait autrefois, à présent, un filet continu de condensation ambrée s'en échappait. Il plaça une boîte de conserve sous la fuite, la regarda s'enfler, scintiller plus intensément. Cette coupure était meilleure que tout ce qu'il avait trouvé la semaine précédente, peut-être 80 octanes si la chance lui souriait. De quoi l'échanger contre des antibiotiques, du porc salé, de l'eau douce tirée des puits de la Mesquita. De quoi, peut-être, maintenir les communes en vie pendant 10 jours supplémentaires. Il s'agenouilla pour goûter une goutte, comme le vieil Eugenio le lui avait appris, la laisser reposer un battement de cœur sur la langue, la faire passer entre les dents, sentir la piqûre. De l'essence, certes, mais propre, presque sucrée, sans ce fond sulfureux qui annonçait un tue-mouche. Parfait. Il sourit, ses dents crasseuses s'envolant, et glissa un bouchon dans le goulot de la canette. Des voix résonnèrent dans l'escalier de la colonne. Il se figea. Je t'avais dit que c'était le gamin qui dirigeait cette tour. Mendoza ne jure que par elle. Il jure tant qu'il veut. Le patron veut du produit, pas des rumeurs. Les bottes claquèrent sur le fer. Los Perros. Corbeau plaqué contre le grill, son cœur battant la chamade. Les Perros chassaient toujours par deux, un pour le tonneau, l'autre pour le garçon qui osait le garder. Il glissa en arrière sur les coudes jusqu'à ce que l'obscurité l'engloutisse, puis se laissa tomber sans bruit sur l'échafaudage en contrebas. Il glissa le bidon qu'il venait de remplir dans les plis de sa veste, le reste pouvait attendre. 20 mètres plus bas, l'aube maculait le sol de la raffinerie de rayures d'ocre sale. Fuite. Il prit l'échelle de ventilation ouest, comptant les battements de cœur en descendant. 3 niveaux plus bas, un nouveau bruit se fit entendre, le bourdonnement métallique d'un drone. Un quadricoptère de reconnaissance, probablement un équipement de la garde, mais qui pouvait le savoir de nos jours? La garde espagnole s'était fracturée après la tempête de feu de Cordoba, la moitié des rangs étant passés aux mercenaires, l'autre moitié occupant l'enclave la plus durement touchée. Certains arboraient les anciens drapeaux, d'autres avaient cousu des libellules rouges sur leurs manches, emblème du marché parallèle de la coalition qui s'était glissé vers l'ouest, derrière les nuages de radiation. Raven se demanda quel drapeau tournait au-dessus de lui maintenant. Un faisceau de projecteurs perça la passerelle juste au-dessus. Le drone ronronna plus près. Il s'enfonça dans l'obscurité sous l'escalier, le cœur battant la chamade. 2 menaces, une raffinerie, quelqu'un allait mourir aujourd'hui, disait toujours Eugenio, ce n'était pas forcément toi. Mais le bidon dans sa veste s'alourdissait à chaque respiration, soudain lourd d'un risque stupide, mais impossible à abandonner, entre ses parois minces, chaque gorgée de carburant était synonyme de nourriture pour les communes, et la nourriture était synonyme de survie. Lorsque le drone vira vers le sommet de la tour, Raven se précipita vers le trou déchiqueté dans le mur ouest. La cour de la raffinerie s'étendait devant lui, un parcours du combattant fait de fûts renversés, de rails obstrués par les mauvaises herbes et de poteaux d'alerte radioactifs que plus personne ne respectait. Au-delà de la cour s'élevaient les dômes dorés de Cordoue, désormais vitrés de l'éclat irisé des retombées radioactives.
Le seul minaret survivant de la Mesquita saillait comme une côte cassée. Quelque part dans ce labyrinthe gothique mauresque vivaient 200 humains accrochés au dernier mot civilisé qui leur restait, nous partageons ou nous disparaissons. Le bien commun de Ravenne. Il sprinta en zigzagant. Ses bottes éclaboussèrent les eaux de ruissellement. À 2 reprises, il glissa sur de la boue huileuse, faillit tomber, puis se redressa. Le moteur du drone s'embrasa derrière lui à un cercle de prédateurs. Essoufflé, il plongea derrière la carcasse d'un camion-citerne. Au-dessus de lui, l'objectif de l'hélicoptère balayait la cour, une diode rouge clignotante. Il s'arrêta, gémit, puis se détourna. Ravenne expira. Un nouveau fracas retentit, les perros jaillissant de la brèche qu'il avait fui quelques instants plus tôt. Leur chef, une grande femme vêtue d'un gilet pare-balles récupéré, avec un demi-loup dessiné au pochoir sur la plaque, vit le camion tanguer. Elle aboya. Les hommes se déployèrent, fusils levés. Les doigts de Ravenne effleurèrent l'acier froid à un boulon desserré sur le collecteur d'essence du camion. Une idée jaillit. Il dévissa le boulon, sentit le léger parfum de diesel encore présent dans la conduite et tira. Une bouffée de vapeur siffla. Les perros l'entendirent, ils ralentirent, le canon en quête de munitions. Il sortit un percuteur de sa poche, frappa une fois, puis 2. Au 3e coup, une étoile orange jaillit dans le brouillard de diesel puis le monde devint tonnerre. Le feu s'abattit sur la cour, projetant Ravenne et le camion sans distinction. Il heurta le gravier, dérapa, les oreilles bourdonnantes. Au milieu du grondement, il entendit des cris des hommes, un drone, du métal. Il rampa, veste en feu, caressa les flammes, se redressa en titubant. La façade ouest de la raffinerie était rouge comme une fournaise, projetant une colonne de fumée grasse visible jusqu'au Guadalquivir. Mais personne ne bloquait la barrière. Ravenne boita à travers les mailles torsadées et descendit la pente vers la route qui longeait la rivière. Il ne regarda pas en arrière jusqu'à ce que le toit de la raffinerie s'effondre avec un hurlement tel que des montagnes s'écroulent. Le jour le trouva aux communes, accroupi dans une alcôve de briques romaines effondrées, sous l'ombre de la Mesquita. Violeta, la plus jeune des coureurs d'eau, déballa son bras bandé et siffla. Encore des chiens. Le camion a explosé, dit-il d'une voix rauque. Sa gorge avait un goût de diesel, ses poumons étaient irrités par la fumée. Faites exploser suffisamment de loups, vous mettrez la meute en colère. La meute est déjà en colère. Il détacha le bidon d'essence de sous sa veste et le plaça entre eux. Plus que ce que le conseil a demandé. Violeta observa le liquide scintillant comme s'il était sacré. On peut échanger ça contre des rations pour 2 semaines. Peut-être des haricots et du riz, peut-être même des agrumes du Nord. Sa voix se teinta d'admiration. Tu nous as encore sauvés, Ravenne. Il secoua la tête, le vent lui caressait les yeux. Sauvé ? J'ai incendié la moitié de la seule raffinerie restante de ce côté de Madrid. Il y en aura d'autres demain, et ils apporteront d'autres armes. Elle ferma la boîte et toucha du front la boîte chaude. Alors, fais preuve de plus de ruse. Son sourire, faible et fatigué, vacilla. Eugenio dit que la guerre favorise ceux qui s'adaptent. Eugenio, le vieil ingénieur chimiste qui avait appris à Ravenne à lire les colonnes fissurées comme des constellations, sortit en boitant de l'obscurité, sa canne claquant. La guerre favorise aussi ceux qui savent courir, dit-il d'une voix pâteuse mais ferme. Et tu dois courir, mon garçon. Los Perros reconnaîtront ton visage après aujourd'hui. Le drone a pris des images, les espions d'Andrada les vendront avant la tombée de la nuit. Andrada. Ravenne garda la bouche vide. Le général Salvador Andrada, ancien membre de l'armée espagnole, aujourd'hui satrape des corridors sud, l'homme qui accordait un passage sûr à quiconque possédait de l'argent ou des secrets. Ces bataillons de libellules rouges avançaient comme des murmures un jour contrôlant le vieil aéroport, le lendemain les mines de phosphate, toujours là où le profit coulait à flot. Eugenio hocha la tête. Ces agents paient le carburant, certes, mais ils paieront plus cher un raffineur capable de le transformer en rouille. C'est-à-dire toi. Les yeux du vieil homme brillaient d'un chagrin fier. Tu as dépassé le stade d'éclaireur. Mais les chefs tracent la ligne de mire. Ravenne fléchit les doigts éraflés par la fumée. Si on réduit la production, les communes meurent de faim. Si on continue, tout le monde vient chasser. Il leva les yeux vers le dôme fissuré de la Mesquita, dont la poussière radioactive scintillait au crépuscule comme de fausses étoiles. Et si on échangeait ouvertement ? Pas des gouttes et des canettes, mais de vrais barils, mis en scène en plein jour, où chaque faction verrait le poids de ses besoins.
Le front d'Eugenio se plissa, mi-admiration, mi-peur. Tu créerais un marché en enfer. Un marché, dit Ravenne d'une voix plus dure, ou un bouclier. Si tout le monde en profite, peut-être hésiteront-ils à tuer la source. Ou alors ils te tranchent la gorge et prennent le robinet. Alors je meurs, répondit Ravenne, mais l'idée survit. Quelqu'un maintiendra le courant au Violetta, toi, quiconque a faim. Le pétrole sent la vie maintenant. Ils le protégeront. Le silence s'installa, épais comme la poussière du soir. Finalement, Eugenio expira. Un vote du conseil, alors. S'ils sont d'accord, on risque le coup. Ils seront d'accord, dit doucement Violetta. Ils sont toujours d'accord quand ils voient de l'espoir. Ravenne commença à protester, affirmant qu'il n'était ni un phare, ni une bannière de ralliement. Mais dès qu'il ouvrit la bouche, il sentit un nouveau poids s'abattre sur ses épaules, non pas le cartable, ni la crasse du jour, mais autre chose, l'attraction lente et inexorable de la survie d'autrui. Le leadership, murmura un souvenir d'une leçon d'histoire, et l'art de répondre aux besoins par la volonté. Il se leva. Au-dessus des toits, les flammes léchaient encore l'horizon où brûlait la raffinerie. Pourtant, entre ces panaches déchiquetés, une lueur plus profonde s'élevait maintenant, faible mais reconnaissable entre toutes, des aurores boréales déclenchées par des explosions en haute atmosphère, des rideaux verts ondulants dans la nuit ibérique depuis les premières détonations de faible puissance, des mois plus tôt. Une beauté née de la terreur. Un avertissement et une promesse à la fois. Ravenne redressa les épaules. Convoquez le conseil. À l'aube, nous partirons vers les ruines de l'Alcazar. C'est là que commence le marché. Ils se rassemblèrent dans les jardins dévastés de l'Alcazar, sous des statues depuis longtemps décapitées, 21 délégués, un pour chaque groupe de survivants ayant juré fidélité ou du moins une trêve provisoire aux communes. Le bassin où les princes naviguaient autrefois sur des galères miniatures n'était plus qu'une cicatrice de béton bordée d'alambics solaires. Des bâches en plastique orange captaient le soleil matinal, distillant la rosée dans des bocaux en verre. Autour de son pourtour, des chaises récupérées dans des hôtels et des églises formaient un cercle de puissance instable. Ravenne se tenait au centre, les pieds chaussés de sandales sur une mosaïque craquelée. Derrière lui se trouvaient 3 fûts d'acier barbouillés de chiffres blancs, 92, 87, diesel. Cette trinité pouvait alimenter tout, des motos aux générateurs de l'hôpital. Les fûts étaient presque pleins, il avait siphonné toute la nuit, Violetta changeant les tuyaux, d'autres coureurs transportant des seaux sous des quintes de tout, tandis que la raffinerie lointaine se consumait comme un dieu agonisant. Il parla sans préambule. Du carburant pour la nourriture. Du carburant pour les médicaments. Du carburant pour les munitions contre les pillards qui nous encerclent tous. La raffinerie saigne toujours. Il leva une jauge cabossée, noire et luisante. Je peux rendre l'eau plus propre et plus sûre. Mais seulement si les communes protègent le site ensemble. Nous partageons la surveillance, le transport, les bénéfices. Son regard parcourut le ring. Sinon, les perros, les libellules, ou n'importe quelle autre bannière qui défilera, nous diviserons un quartier à la fois. Murmure. Une vieille femme aux yeux laiteux au sabbat, la voix des réfugiés de l'Est se pencha. Enfant, tu proposes un empire pétrolier au milieu de la famine. Les empires engendrent les guerres. Les guerres ont déjà ravagé le monde, répondit Ravenne. Il ne reste que le troc ou l'oubli. Un vétéran manchot de la garde cracha. Trafiquer avec des pirates? J'ai combattu les hommes d'Andrada. Ils ne font pas de commerce, ils paient des impôts. Ensuite, nous intégrons la taxe à chaque baril, a déclaré Ravenne. Nous faisons de leur cupidité notre tampon. Le regard trouble de Sabah s'aiguisa. Très courageux. Et si Los Perros arrive ce soir? On attendra avec les armes achetées lors de la vente d'aujourd'hui. Il lança une pièce en direction du vétéran, une balle de l'OTAN aplatie, trouée dans l'aigle. À compte pour de nouvelles fortifications. Le silence s'étendit à nouveau, la tension crépitant comme de l'électricité statique sur un fil électrique. Ravenne pouvait presque entendre les cœurs battre, pesant la peur contre la faim. Puis Violetta s'avança à côté de lui, souleva un bocal d'essence claire et but une goutte symbolique. Son visage se tordit, mais elle déglutit et leva le bocal. « Goûte ton avenir », dit-elle d'une voix résonnant comme de l'acier sur du verre. « Ou mange tes souvenirs. » Cela a brisé le barrage. Un à un, les délégués ont hoché la tête. Les mains se sont levées. Même Sabah, après une longue inspiration,
a levé sa canne en signe d'assentiment. Le verdict du conseil a circulé dans la piscine, nous échangeons. Ce n'est qu'alors que Corbeau s'autorisa la bresse du triomphe. Il se tourna vers les tonneaux, frappa chaque tambour du poing à un hymne creux. Première vente aux enchères au coucher du soleil. Faites passer le message dans tous les couloirs. Les yeux d'Eugenio brillaient d'une fierté humide. Tu viens de peindre un phare suffisamment brillant pour que toute la guerre puisse le voir. Ravenne se redressa. Au loin, le faible gémissement d'insectes du drone revint, explorant de nouvelles ruines. Au-delà, une poignée de camions blindés sillonnait la route du nord, peut-être des marchands, peut-être des maraudeurs, parfois les mêmes à notre époque. Et quelque part, des insignes de loup reniflaient la suie, des libellules traçaient leurs profits, et des généraux peaufinaient des cartes qui ne correspondaient plus au monde. Il sentait le pouls de la raffinerie le hanter, chaque goutte alimentant la mèche du destin. Du carburant pour la nourriture, certes, mais aussi pour les balles, pour le pouvoir, pour les moteurs d'ambition trop grandes pour être nommés. Il avait ouvert un robinet en enfer. Maintenant, il devait apprendre à maîtriser le feu. La nuit allait bientôt tomber, apportant acheteurs et tueurs et le premier véritable test de son marché naissant. Ravenne expira, sentant le léger goût d'essence dans le vent, et se demanda combien de lendemains l'odeur du pétrole pourrait acheter avant que le monde ne perde enfin sa pitié. La première vente aux enchères s'ouvrit sous des lampes alimentées par des dynamos de fortune, dont les filaments projetaient des halos jaunes dans la cour en ruine de l'Alcazar. Ravenne se tenait près des tonneaux avec Violta, Eugenio et 6 volontaires armés de fusils dont les vestes rapiécées ne portaient aucun insigne de faction, seulement un croissant blanc grossier peint à la main sur la manche, le signe des communes. La fumée du bois d'olivier en feu s'enroulait autour de cercles d'enchères tracés à la craie sur des tuiles brisées, l'odeur se mêlait à celle du diesel et de la pâte de pois chiche frit qui chauffait sur des plaques de cuisson en fonte, un arôme si familier qu'il en était douloureux. Les acheteurs arrivaient par vagues inégales. Les premiers étaient de simples transporteurs, 2 camions agricoles andalous reconstruits sur des moteurs de tracteurs, leurs chauffeurs proposant des sacs de lentilles sèches, des batteries de voitures, des rouleaux de fil pour haut-parleurs. Puis arriva une caravane médicale dont l'emblème était un serpent enroulé autour d'une clé USB fissurée. Il distribuait de la gaz, des antibiotiques périmés, des barres protéinées aux algues. Ravenne prit tout, griffonnant des crédits sur des billets en fer blanc frappés de l'ombre de la mesquita, monnaie d'échange exclusive ici, et pourtant soudain convoitée. La richesse, réalisa Théil, n'était qu'une croyance en métal. Puis un silence s'abattit sur la cour, Los Perros. 5 d'entre eux, 3 hommes, 2 femmes se rangèrent sous l'arche, fusil au bec. Leur chef, la même grande femme de la raffinerie, retira son casque. Une cicatrice en forme de guillemet encadrait sa bouche, lui insufflant une ironie permanente. Elle parla la première. On dit que tu as brûlé la moitié de mon sac pour ces tambours. J'ai allumé ma fuite, répondit Ravenne. Vos hommes ont choisi le chemin. Les libellules d'Andrada paient le double pour un bon carburant, dit-elle, ignorant la pique. Je les égalerai, elle lança un paquet de tissus à ses pieds, et je te les jetterai au visage en silence. Ravenne déballa le paquet. À l'intérieur se trouvaient 2 culasses de pistolets noirs mat, impeccables, de fabrication OTAN. Dans un monde de reliques sujettes aux accrochages, un tel acier valait de l'or. Il leva les yeux. Je préfère ne pas être possédé. Son rire résonna sur les murs brisés. Possédé ? Petit, je te libère du troc mesquin aux enjeux réels. Dès qu'Andrada débarquera, tu regretteras qu'on ne t'ait pas marqué au fer rouge. À travers la lueur du feu, le chef de la caravane médicale s'avança. On est en terrain neutre, loup. Baisse la voix ou marche. Un fusil de chasse dégainé était accroché à sa poitrine. La tension monta. Ravenne leva la main. L'essence coule à flot, pas d'armes à feu sur les tambours. C'est la règle. La cicatrice de loup esquissa un mince sourire. Les règles s'effondrent plus vite que les murs. Pourtant, elle fit signe à sa meute. Ils reculèrent et présentèrent leur offre, 4 caisses de conserve de poissons ou du stock de l'Atlantique pêché avant le blocus, chacune valant une semaine de protéines. Corbeau accepta, un volontaire siphonna 20 litres de diesel dans un jerrycan estampillé d'un crâne de chien grognant. Les échanges commerciaux s'agitèrent jusqu'à ce que le lever de lune colore les remparts d'argent. Le grand livre de Ravan comptait les haricots, les régulateurs de tension, les rouleaux de grillage antibiotiques, de quoi alimenter les communes pendant 1 mois, peut-être 2. Il se sentait étourdi, ivre de possibilités, jusqu'à ce qu'un nouveau bourdonnement lui pique les oreilles, des pales de rotor, lourdes, proches.
Les phares s'allumèrent à la porte du palais. Un semi-chenillé blindé entra, la peinture écaillée, mais l'insigne était reconnaissable entre tous, une libellule rouge suspendue au-dessus des flammes. La tourelle de l'engin resta au niveau de la cour tandis que sa trappe arrière s'ouvrait avec fracas. Le général Salvador Andrada apparut en habit noir, tête nue, les cheveux blancs comme neige sur une peau fiévreuse. Le temps avait creusé des sillons plus profonds dans ses joues, mais ses yeux brûlaient encore de la soif calculée d'hommes qui survivent en anticipant celle des autres. 2 escortes le flanquaient, l'un, un employé mince avec un datapad, l'autre, une femme corpulente dans un exosquelette de l'OTAN dont les cerveaux sifflaient à chaque pas. Les conversations s'éteignirent. Même les perros vacillèrent, incertains, les alliances se déformèrent lorsque les libellules atterrirent. Andrada marcha droit vers Ravenne comme si elle suivait une ligne laser. « J'ai étudié l'explosion de votre raffinerie aujourd'hui, dit-il dans un castillan impeccable. Piège ingénieux. Dis-moi, mon garçon, quel volume reste-t-il extractible? Assez pour compter, répondit Ravenne, le cœur battant la chamade mais la voix calme. Assez pour faire tourner tout le monde. Tout le monde? Le sourire d'Andrada s'éclaircit. Cela suggère une répartition équitable. L'histoire nous apprend que l'inégalité de la répartition est le moteur du progrès. Le progrès dans un sens, rétorqua Ravenne, l'esclavage dans l'autre. Andrada gloussa. L'audace. J'admire l'audace, jusqu'à ce qu'elle perturbe l'ordre. Mes ingénieurs peuvent raffiner le pétrole brut plus efficacement qu'un adolescent renégat et un professeur infirme. Pourtant, vous occupez le site. Voici donc ma première et dernière offre, une protection Dragonfly, un équipement de craquage avancé, des antibiotiques en vrac, des filtres anti-radiation pour vos puits, le tout en échange d'une participation de 70% à la production. C'est juste, étant donné que je vous libère des attaques de pillards et des risques techniques. La main de Violta se resserra sur le bras de Ravenne. Il entendit la respiration haletante de Génio derrière lui. Autour d'eux, les acheteurs s'écartèrent, attendant de voir si l'étincelle du marché allait s'éteindre sous l'influence de la politique. Ravenne répondit lentement. Une protection qui fait de nouveaux cerfs n'est pas une protection. Déclin. Des hoquets de surprise s'échappèrent. La femme à la cicatrice de l'eau laissa échapper un petit rire, même elle ne s'attendait pas à un refus aussi brutal. Le regard d'Andrada se refroidit. Refusez à vos risques et périls. Quand mon convoi quittera cette cour, les règles du jeu changeront, les partenaires deviendront des obstacles. Ravenne soutint le regard du général. Les obstacles peuvent fermer les vannes. La destruction coûte moins cher que la soumission. L'espace d'un instant, la nuit resta en équilibre sur une lame. Puis Andrada soupira, étrangement mélancolique. Dommage. Le feu choisit sa voie. Il fit signe, l'employé tapa un code sur le datapad. L'exogarde pivota, lançant un mini-drone dans le ciel. Sa diode rouge clignota comme un présage tandis qu'il filait vers le nord. Andrada remonta dans le semi-chenillé. Un lever de soleil, peut-être 2, cria-t-il depuis l'écoutille, et tu comprendras ce que signifie « obstacle ». Le véhicule s'éloigna en grondant, écrasant la mosaïque sous les chenilles. Le silence persista jusqu'à ce que les moteurs s'éteignent. Ravenne expira en tremblant. La cour s'embrasa, les acheteurs criaient, les bénévoles s'interrogeaient, Perros grogna à propos de trahison. Ravenne leva les mains. Pas de panique. On termine la transaction de ce soir, puis on prépare le siège. Tout le monde se dirige vers la raffinerie à l'aube. Il est plus facile de défendre un battement de cœur que deux. La femme à la cicatrice de l'eau inclina la tête. Tu nous invites dans ton antre après avoir incendié le nôtre? Le commerce est un facteur de durabilité, a déclaré Ravenne. Les ennemis d'hier peuvent devenir des boucliers demain si les conditions sont réunies. Elle l'observa, les lèvres pincées. Je m'appelle Loba. Elle tendit une main gantée. Les chiens se battent pour le profit. Voyons si le pétrole a une odeur plus douce que le sang. Ils ont tremblé. Le déplacement commença dans l'obscurité, avant l'aube. De longues files de charrettes, de brancards poussés à la main et de badanes serpentaient depuis le quartier de la Mesquita jusqu'à la masse squelettique de la raffinerie. Le ciel à l'est scintillait d'éclairs lointains, l'artillerie s'abattait par intermittence sur le corridor côtier où les marines de la coalition sondaient les bastions de l'OTAN, mais ici, seuls les chacals hurlaient parmi les oliveraies. Ravenne chevauchait en tête du convoi, à califourchon sur une mobilette crachotante, Violta en passager, un fusil sur le dos.
lorsqu'ils atteignirent la crête finale, des torches révélèrent un autre cortège venant du sud, des pèlerins sous la bannière d'un croissant rouge fusionné avec des engrenages des mécaniciens de Séville qui avaient entendu parler d'un carburant bon marché. Le commerce avait un magnétisme, le risque était faible lorsque les moteurs étaient assoiffés. Ravenne ordonna que des lampes soient installées au sommet des tours fissurées, peignant la raffinerie d'un ambre brillant, tel un phare pour chaque déserteur, contrebandier ou fermier dans un rayon de 30 km. Alors que l'aube se levait sur les dômes brisés, la nouvelle forteresse des communes s'animait. Des volontaires soudaient des tôles sur les brèches, empilaient des sacs de sable, traînaient des chausses-trappes anti-chars récupérées dans un dépôt de l'OTAN. Eugenio supervisait la reconnexion des pompes inactives, ses mains osseuses voletaient sur les valves comme s'il réparait un vieil orgue. Dans le hangar de contrôle, Ravenne étalait le registre des offres d'Andrada à côté de cartes grossièrement cousues à partir d'images de drones. Il survolait les routes qui approchaient, estimant l'heure d'arrivée des blindés Dragonfly, à 40 km avec des convois de carburant, probablement en milieu de journée. « Il nous faut un fossé de flammes », dit-il à Loba, désormais chef du périmètre. Inonder les fossés extérieurs de rudiments et truquer les fils d'allumage jusqu'au tableau central. Dangereux à proximité des réservoirs de stockage, a-t-elle averti. Moins dangereux que des chars sous les canons ennemis. Il traça des lignes de repli. S'ils franchissent la barrière numéro 2, faites sauter la boucle de canalisation sous eux. La chaleur collatérale liquéfiera l'acier. Loba eut un sourire carnassier. J'aime bien ce garçon. En fin de matinée, des nuages s'amoncelèrent au-dessus de nos têtes, annonçant des pluies acides. Les éclaireurs signalèrent des colonnes de poussière sur la route du Nord, l'avant-garde Dragonfly, 2 véhicules blindés, un camion lance-roquettes. Ravenne monta la tour 7 avec des jumelles. La peinture des véhicules ennemis brillait d'un rouge humide dès les premières gouttes, leurs canons de tourelle s'élançaient comme des chiens de chasse. En bas, les réfugiés venus faire du commerce observaient, les yeux écarquillés. Certains envisageaient de fuir, d'autres se cachaient derrière des barils. Ravenne convoqua une réunion sur le quai de chargement. « Nous ne pouvons pas les surpasser en puissance, dit-il, mais nous pouvons les surpasser en valeur. Si Andrada bombarde la raffinerie, il perd la mise. Nous devons lui prouver que la destruction coûte plus cher que la concession. Saba, le vieux doyen du conseil, tout ça. Lui montrer comment faire ? Otage, dit Loba. Tous se retournèrent. Elle désigna les barils empilés. Pas des gens. Du potentiel. Allumez une colonne derrière nous aux démonstrations seulement. Il sentira la vapeur et saura que la prochaine explosion l'engloutit. Eugenio grimaça. Une raffinerie, c'est comme un domino. Une tour s'écroule, et l'arbre tout entier brûle. Alors on brûle une branche, pas le tronc, décida Ravenne. Un vieux bassin de refroidissement contient encore des boues. On inonde un fossé et on l'allume quand sa voiture de tête entre en vue. Le risque était insensé, mais le temps pressait. Les ouvriers détournaient les boues par des canalisations fissurées jusqu'au douve nord. Des corbeaux se tenaient debout, munis de lance-fusées, tandis que le convoi d'Andrada s'arrêtait à un demi-kilomètre de là, en rase campagne. La voix du général grésillait dans un haut-parleur à large bande, « Dernière chance, mon garçon. Rendez-vous sur le site. » Ravenne tira. La fusée éclairante, rose, traversa le ciel gris, atterrissant dans une huile visqueuse. Les flammes rugirent bleu-orange, une langue de dragon léchant la pluie. La chaleur frappa les murs de la raffinerie, les observateurs crièrent. Mais le confinement tint bon, le fossé brûla comme une rivière d'or en fusion sans toucher les tours. La voiture de tête d'Andrada fit marche arrière, la tourelle pivotant avec incertitude. À travers ses jumelles, Ravenne vit le général se pencher en avant, l'air indéchiffrable. Les minutes s'écoulèrent. Puis les moteurs du convoi grondèrent, les véhicules reculèrent hors de portée, se repositionnant sur la crête la plus élevée. Ils bombarderont à distance, murmura Violta. Laissez-les faire, répondit Ravenne. Eugenio, quelle est la pression de vapeur ? Je monte, répondit le vieil homme au combiné. Les conduites d'Occident sont purgées, elles sont prêtes pour l'injection dès votre appel. Ravenne brancha son micro sur le canal du général. Votre prochain obus touche une chaudière chargée de vapeur humide au seuil de rupture. Le rayon d'explosion est 10 fois supérieur à la puissance de votre obus. Vous nous bombardez, nous brûlons la terre et le ciel. Statique. Puis la voix d'Andrada, plus douce, tu risquerais ton propre peuple pour me contrarier ? Je les risque à chaque minute où vous menacez une vie qui ne vaut rien sans liberté.
Le tonnerre gronda non pas à cause de l'artillerie, mais de l'orage qui couvait. Des gouttes d'acide sifflèrent sur le métal brûlant. Finalement, les moteurs du convoi des dragonflies accélérèrent. Les tourelles s'abaissèrent, les voitures pivotèrent vers le sud. Un rugissement de soulagement s'éleva de la raffinerie. Pourtant, Raven observait à travers ses lentilles jusqu'à ce que les feux arrière rouges se fondent dans la pluie, inquiet. La retraite pourrait masquer une attaque par contournement. La nuit tomba comme un nuage. Les éclaireurs signalèrent des libellules retranchées près du pont du Guadalquivir, bloquant les routes vers les villes commerçantes de l'Est, étranglement plutôt qu'assaut. Corbeau réunit conseil dans la salle de contrôle fissurée. Nous avons survécu au premier jour, commença-t-il, mais le siège nous étouffera. Les libellules taxeront chaque caravane entrante et nous priveront d'acheteurs. Il nous faut des corridors au-delà de leur réseau. Les yeux laiteux de Saba brillaient. Voici les Basurao des décharges à l'ouest des collines. Aucune patrouille n'ose y aller depuis les incendies chimiques. Le commerce ne peut pas traverser les geysers toxiques, a soutenu le chef médical. On peut, rétorqua Raven, si on lui donne une raison. L'étranglement d'Andrada pourrait s'avérer pire qu'un brouillard empoisonné. Eugenio tapota la carte. Autre option. Un pipeline souterrain reliait autrefois cet endroit à l'ancien dépôt de carburant de l'aéroport, près des Sijas. Désaffecté, probablement rompu, mais des segments subsistent. En pressurisant avec de l'air comprimé, on pourrait faire circuler l'essence sur 30 km sous les filets Dragonfly, et remonter à la surface à des robinets clandestins. L'espoir vacilla. Raven saisit l'épaule du vieil homme. Montre-moi les schémas. Pendant 3 jours, ils cherchèrent des schémas dans des bureaux calcinés, récupérant des fragments d'itinéraires dans des classeurs tachés d'eau. Les perros de Loba explorèrent les puits enfouis sous les lotissements. Les ouvriers bricolèrent des compresseurs à partir de moteurs de tracteurs, soudèrent des ferrailles pour colmater les brèches. Pendant ce temps, le siège d'Andrada se resserra, des patrouilles arrêtèrent les convois, permirent des taxes douanières, et refoulèrent ceux qui refusaient. La cour de la raffinerie se vida, le commerce se réduisit aux seuls locaux à pied. Le moral baissait. Les pluies acides écaillaient la peinture, piquaient les yeux. Raven arpentait les podiums la nuit, entendant des murmures, certains disaient céder une partie aux libellules, d'autres craignaient un assaut inévitable avec des munitions plus lourdes. Il ressentait chaque doute comme de la rouille rongeant son échafaudage. Diriger, apprit-il, ne consistait pas à conserver son courage, mais à le greffer aux autres quand ses propres os tremblaient. À l'aube du 5e jour, une explosion secoua le cadran nord-ouest, une valve de compresseur explosa, tuant un mécanicien. Raven aida à traîner le corps, les mains tremblantes. Des rumeurs de sabotage circulaient. Loba interrogea les ouvriers, mais ne trouva aucun traître avéré. Mais la peur se répandit plus vite que le pétrole. Cette nuit-là, Raven gravit seul la plus haute tour de distillation. La pluie s'était dissipée, le ciel était fissuré par des aurores boréales où des fantômes nucléaires dansaient comme des rideaux verts au-dessus de leur tête. Il se souvenait de son enfance avant la guerre, quand les nuits de Cordoue étaient d'un noir velouté, où le seul feu du ciel provenait des festivals. Il sentait le pouls de la raffinerie sous ses pieds, chaque coup de pompe synchronisant son cœur. Combien de temps pourrait-il jongler avec le feu? Les bottes claquaient derrière lui. Violeta le rejoignit, le visage illuminé par une aurore boréale. « Tu pousses trop fort, dit-elle. Le sommeil est important. Dors plus tard. » Il parcourut l'horizon où les feux de camp des libellules parsemaient les crêtes. Si on ne termine pas le pipeline, le siège l'emportera. Violeta lui toucha le bras. Tu assumes tout. Laisse les autres faire leur part. C'est ça, comment? Il croisa son regard, la férocité sincère qui s'y dégageait l'effrayait plus que les bombes. Dans ce regard, il vit la foi des communes se cristalliser autour de sa silhouette, comme si la survie les soudait à ses décisions. S'il s'effondrait, l'édifice s'écroulerait. Un éclair s'abattit loin à l'est, une tempête mer sur la Méditerranée. Une pensée jaillit. Un front orageux, murmura-t-il. Les calculs d'Eugenio supposent une pression constante. Une forte baisse barométrique pourrait accroître le débit. Violeta rit doucement. Toujours des chiffres. Le nombre nous maintient en vie. Il la serra soudain dans ses bras, se surprenant lui-même. Elle se raidit, puis se détendit dans la chaleur, toutes deux emplies d'une odeur d'huile et de cendre, et d'un espoir tenace. En bas, les alarmes retentirent des détecteurs de mouvement sur la clôture nord. Ils se séparèrent et dévalèrent les échelles.
Les lumières du portail braquées sur une silhouette solitaire trébuchant sur le parvis jonché de flaques d'eau, les mains levées. Cap maculé debout, sans armes. Les gardes ont failli tirer, mais Raven a reconnu la posture, militaire mais brisée. Il a sprinté pour l'intercepter. La silhouette s'effondra. Raven le retourna. La moitié de son visage était couverte de brûlures chimiques, la poitrine portait l'insigne de la libellule à moitié arrachée. Les yeux du soldat, injectés de sang, se fixèrent sur ceux de Raven. Message, pour Raven, Croassateil. Je suis Raven. Général, veut des pourparlers, à l'aube, au pont. L'homme toussa de l'écume. Il dit pipeline, sabotage, sabotage. Le souffle coupé, il saisit Raven par le col. Il sait. Très. La vie s'arrêtait entre les syllabes. Raven le calma, le cœur battant. Allez chercher Eugenio, ordonna-t-il. Et Loba. On se prépare. Un matin gris s'échappait de l'asphalte près du pont fluvial. Raven chevauchait avec Loba, Violta et 2 camions de garde tractant des drapeaux blancs. De l'autre côté, les dragonflies étaient déployés, 3 véhicules, tourelles baissées. Andrada attendait à mi-hauteur, son manteau claquant dans un vent qui sentait la suie humide. Raven mit pied à terre. Sans armure, seul un pistolet était visible, signe de confiance ou d'arrogance. Andrada fit de même et s'avança. Ils se rencontrèrent au milieu d'une voie, chacun hors de portée des tireurs d'élite de leur rang. Le général prit la parole le premier. J'ai saboté. Votre pipeline menaçait mon influence. Pourtant, j'envoie un émissaire pour discuter. Pourquoi? Parce que la rumeur dit que vous brûlerez tout avant de vous rendre. J'y crois. Raven ne dit rien. Andrada soupira. J'ai étudié Clausewitz, la guerre, c'est de la politique par d'autres moyens. La politique, c'est de l'économie sous la menace des armes. Vous faites saigner l'économie. Mes investisseurs à Tanger perdent patience. Ils ont besoin de revenus plus stables que votre rébellion. Raven serra les dents. Alors, tu freines les échanges. Jusqu'à l'acquisition par la voie diplomatique. Mais votre peuple résiste. Impressionnant. Mon conseil d'administration propose un compromis. Il sortit une puce de données. Coordonnées de 3 caches de carburant au nord de Tolède, matériel d'aviation d'avant-guerre, impeccable. À vous, si vous acceptez un partenariat à 40% et des droits exclusifs sur les pipelines vers les ports méditerranéens. Le cœur de Raven s'arrêta face à l'ampleur du problème, suffisamment de carburant pour éclairer Iberia. Pourtant, l'exclusivité d'Andrada étranglait les autres factions. Il imaginait des fermiers faisant la queue, des péros renfrognés mais paisibles, des médecins souriant sous des compresses. Tout cela se transformerait en péage et en dîme. Non, dit-il doucement. Andrada haussa les sourcils. Encore un refus? Comment on reste neutre? Vente à égalité ou rien? Les yeux du général se glacièrent. Alors, vous me laissez une seule solution, supprimer le nœud compétitif, saisir les résidus. Il empocha la puce. Ce soir, je lance des missiles incendiaires. Vos murs fondent. Raven ravala sa terreur. Tu vas empoisonner la moitié de l'Andalousie. L'histoire exige des sacrifices. Andrada se retourna. Priez les dieux qui ont survécu. Il s'éloigna. Raven se retira vers son convoi, l'esprit en ébullition. De retour à la raffinerie, des nuages d'orage s'agrandirent à nouveau, bas et violets, parfaits pour des incendiaires. Il convoqua le conseil, la voix basse. Eugenio proposa l'évacuation. Saba insista pour rester ferme. Loba proposa à Péros des tunnels d'exfiltration. Les voix se chevauchèrent. Raven ferma les yeux. Les caches algériennes, s'il pouvait les détourner en premier, l'influence changerait. Mais la distance était trop grande en état de siège. À moins que... Il ouvrit les yeux. On vole la frappe d'Andrada. Le silence tomba. Il lancera depuis la crête nord du rail mobile, poursuivit Raven. Il sabotera les munitions en route, les fera rater, voire exploser dans son camp. Loba siffla. Mutinerie soignée. Mais garde triage gardé, code scellé. Raven regarda Violta. Ton cousin travaillait sur les munitions Dragonfly l'année dernière? Elle a quitté Port Rota avant le blocus. Elle connaît les boucles de contournement.
trouvez-la, dit-il. Ce soir, on roule léger, à 3 motos, à travers le ravin de Basura, les libellules ne s'attendent pas à une incursion dans un champ toxique. Si on pénètre dans la cour et qu'on installe un spectre de code, les fusées d'Andrada se réduisent en cendres. Le conseil a rechigné face à une tendance suicidaire. Raven a répliqué avec une vérité simple, si la grève frappe, la raffinerie s'éteint, les villes meurent de faim. Risque symétrique. Eugenio posa une main tremblante sur l'épaule de son élève. Raven, même si tu réussis, Andrada se vengera à jamais. Je m'occuperai de demain après avoir économisé aujourd'hui. Les préparatifs s'enchaînèrent, masques à gaz réutilisés, cartes de Basura étudiées, motos réglées avec des mélanges d'éthanol. Au crépuscule, Loba glissa une plaque d'identité dans la paume de Raven. De ma première victime, dit-elle. Un gage de ruse. Rapporte-la ou ne prends pas la peine de revenir. Violeta lui tendit une petite fiole en verre, de l'essence claire provenant du premier baril qu'ils avaient échangé. Alors tu te souviens pourquoi? Il hocha la tête, lourd de souvenirs, les statistiques de l'aube étant désormais réelles. Ils roulèrent au lever de la lune, moteurs silencieux comme des fantômes, slalomant dans les gorges cendrées de Basura où des champignons fluorescents luisaient et où des flaques d'eau crépitaient de fumée grise. À 2 reprises, ils dévièrent autour de geysers de vapeur toxique. Les filtres des masques à gaz étaient obstrués, ils changeaient de cartouches, les poumons brûlants. Des heures passèrent. Vers minuit, ils aperçurent la gare de triage Dragonfly, illuminée sous un viaduc en ruine. 12 conteneurs de lancement alignés comme des couvercles de cercueil, des équipages chargeant des charges incendiaires des briques de gel phosphorescent capables d'enflammer une rivière. Des gardes se prélassaient près de barils de café amer. Raven, Violeta, sa cousine Layla et Loba se faufilèrent parmi les tas de ferraille. Layla ouvrit une grille de maintenance et se glissa sous la voiture. Elle murmura des lignes de code tout en soudant une puce sur le bus de contrôle. Chaque battement de cœur résonna comme un clic d'obus. Un garde s'approcha pour prendre une cigarette. Raven se tendit, préparant son pistolet silencieux. Loba lui tapota l'épaule, « Attendez !» Le garde marqua une pause, alluma sa cigarette et s'éloigna. Chip fusionna. Layla fit un geste du pouce. Ils reculèrent en rampant, les motos à fond. 1 heure avant l'aube, ils quittèrent Basura. Les premiers oiseaux lancèrent des notes fantômes à l'horizon. De retour à la raffinerie, ils se préparèrent. À 6h03, les alarmes détectèrent le panache de lancement où les fusées Dragonfly formaient des arcs. Les bénévoles de la raffinerie observèrent les traînées de vapeur courber, décrocher, trembler, puis redescendre vers leur point d'origine. 30 secondes plus tard, la crête nord explosa, blanche, puis écarlate et explosion en chaîne. Une boule de feu s'épanouit, son reflet miroitant sur les tambours métalliques tel un lever de soleil infernal. Des acclamations, des larmes, des rires éclatèrent, mais Raven ne ressentait que du vide, sachant que des corps avaient été incinérés sous son sabotage. Nécessaire? Peut-être. Mais la frontière était floue. Les dirigeants s'étaient tournés vers l'assassinat. La radio crépitait et les fréquences de libellules hurlaient des ordres, le chaos. À midi, les éclaireurs confirmèrent la disparition d'Andrada, la structure de commandement était fracturée. Les Perros s'emparèrent des postes de péage, les caravanes médicales roulèrent sans être inquiétées. Les réfugiés affluèrent vers la raffinerie en quête de commerce. Raven s'adressa à l'assemblée du haut d'une grue de chargement fissurée. Le siège de la libellule est levé, annonça-t-il. Roar répondit. Mais le vide attire de nouveaux prédateurs. Nous fortifions, nous gouvernons équitablement, ou le cycle recommence. Saba leva sa canne. Tu nous as guidés à travers le feu, conduis-nous maintenant à la moisson. Des voix scandaient le nom de guerre de Raven, résonnant sur les chars, Voron, Voron, Raven en langue slave, l'étincelle se transforma en balise. Il contemplait des visages illuminés d'un espoir fragile, sentait l'épuisement s'abattre et pourtant l'esprit s'élevait à un paradoxe qu'il devait apprendre à supporter. La guerre faisait toujours rage sur les océans, les bombes fleurissaient encore dans les cieux lointains, mais au milieu des décombres, les marchés pouvaient engendrer la coopération, peut-être même une renaissance. Il inspira. L'air empestait encore le pétrole, mais sous-jacent persistait une nouvelle nuance, la fumée d'un camp de tyrans agonisants, et peut-être le parfum de l'aube. La raffinerie ne dormit jamais vraiment après l'effondrement du Dragonfly. Les pompes ronronnaient à toute heure,
insufflant de la vapeur dans les collecteurs fissurés, les projecteurs baignaient le terrain d'un crépuscule perpétuel, si bien que même minuit ressemblait à un midi couvert. Raven évoluait dans cette faible lueur, mi-rêve, mi-calcul, ses journées se fondant dans ses tâches, conclure des accords commerciaux avec les caravanes du corridor du Tage, négocier des lignes de cessez-le-feu entre les cellules rivales de Perros, relancer les turbines grâce à la règle à calcul délabrée d'Eugenio. Les communes étaient passées de 200 âmes à près de 800 en un mois, et chaque nouvelle bouche apportait son propre désespoir, son propre fusil, son propre récit de route bordée de neige. Il ressentait le poids de chaque arrivée comme un registre invisible dans son crâne, litres absorbés, calories dépensées, tension, morale en hausse ou en baisse. Autrefois, le commandement lui semblait une lame brillante, maintenant, c'était une douzaine de serpents s'enroulant autour de ses côtes. Certaines nuits, après la baisse des lumières, il escaladait la tour 10 et observait les lumières fantômes au-dessus de l'Atlantique, où les armes nucléaires tactiques clignotaient encore au-delà de la courbure. Chaque éclair lointain lui rappelait que son triomphe contre Andrada n'était qu'une ondulation dans une mer de guerre. La première véritable fissure ne vint pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de son ordre naissant en calme, presque poli. Une délégation de mécaniciens sévillants demanda une audience privée. Dans la salle des machines, résonnant de tout de turbines, leur porte-parole, un artisan aux larges épaules nommé Doria, s'avança, arborant un sourire trop figé pour être amical. « Nous apprécions le libre marché », commença-t-il d'une voix douce et suave, mais le partage équitable ne nous mène pas loin. Nos ateliers transforment des camions civils en véhicules blindés. Cela nécessite des attributions régulières, supérieures aux rations actuelles. Raven croisa les bras. Chaque faction reçoit le même nombre de litres par poids d'échange. Ajustez vos offres commerciales. Le sourire de Doria s'accentua. Les machinistes apportent une valeur ajoutée au-delà du commerce, défense, fabrication, réparation. Augmentez nos quotas ou nous trouverons d'autres fournisseurs. Violeta, debout à côté de Raven, renifla. Alternative ? Libellules dispersées, ligne de la coalition bombardée, Perros vole plus qu'ils ne vendent. C'est vrai, acquiesça Doria, mais les rumeurs circulent. Un convoi venu d'Algarve revendique de nouveau puis près de Huelva des réserves offshore inexploitées. Ils sont prêts à négocier exclusivement. Il se pencha, la voix basse. Ils transportent aussi des lanceurs SAM. Choisissez le camp qui contrôle votre ciel. Une menace camouflée sous le commerce. Raven sentit la chaleur lui monter à la colonne vertébrale, il la maîtrisa. S'ils ont du carburant, il leur faut encore du raffinage, des stabilisateurs, de l'antigel, leurs pluies ne feront pas fonctionner leurs avions. Si vous nous quittez, vos porte-avions seront bloqués. Doria gloussa. Alors peut-être que les deux camps faibliront et que Perros mangera les miettes. Il s'inclina théâtralement. Réfléchis Y, Voron. Ils partirent, leurs échos huileux s'estompant dans le couloir. Raven se tourna vers Eugenio, qui avait écouté depuis un établi. Le visage de l'aîné était tiré, presque gris. Il bluffe, marmonna Raven. Peut-être, dit Eugenio, ou peut-être qu'ils mettent ta détermination à l'épreuve. Chaque empire engendre ses propres adversaires. Raven se frotta les tempes. Nous ne sommes pas un empire. Nous sommes la survie, un processus qui se construit. Et la survie engendre la politique comme le pétrole engendre le feu. Le vieil homme retourna à ses schémas, mais ses épaules s'affaissèrent comme si le poids de la prophétie les faisait plier. La tension monta au cours des 10 jours suivants. On rapporta que des mécaniciens accumulaient des bidons d'essence, soudoyaient les gardes la nuit et faisaient passer du diesel en contrebande au-delà des points de contrôle. Loba intercepta un chargement, le confisqua, et les cours s'embrasèrent en duel bruyant où les clés à molette fusaient comme des couteaux. Le conseil de Saba convoqua des débats d'urgence qui durèrent jusqu'à l'aube, mais chaque motion visant à pénaliser les machinistes fut rejetée par crainte d'une rupture civile. Pendant ce temps, au nord, au-delà du Guadalquivir, un vide de pouvoir donna naissance à quelque chose de pire que des libellules. Des drones éclaireurs repérèrent des colonnes d'irréguliers arborant un drapeau noir gravé du symbole d'un atome blanc, le collectif de la Nouvelle Aube. Ils prônaient la purification par le renouvellement nucléaire contrôlé, affirmant que les premières frappes, 8 ans auparavant, n'avaient nettoyé la Terre qu'à moitié. Ils rassemblèrent alors des chimistes de guerre, capturèrent des micro-réacteurs et fabriquèrent des obus de bombes sales. Lorsque Raven informa le conseil, un froid glacial parcourut la salle. Violeta murmura, une secte avec des isotopes. Ils ont pris Essija il y a 2 nuits, dit Raven en tapotant une carte approximative. Ils ont pris l'usine de dessalement intacte.
S'ils avancent vers le sud, ils nous priveront d'eau du fleuve. Saba poussa un soupir rauque. Alors, on parlemente? Les fanatiques ne parlementent pas, gronda Loba. Ils convertissent ou incinèrent. Raven fixa la flèche rouge de la carte qui rampait vers Cordoba et sentit le temps se contracter. Deux fronts, fractures internes, fanatiques externes. Résolvez l'un, l'autre s'épanouit. Le leadership, à nouveau, le nœud du serpent. Il envoya des équipes de coursiers de nuit dans chaque enclave loyale, réclamant des volontaires, des comprimés d'iode et des feuilles de plomb pour des boucliers anti-radiation improvisés. Plus important encore, il demanda à Eugenio d'inspecter chaque combinaison anti-radiation de leur stock. Le vieil ingénieur fronça les sourcils. Nous avons des combinaisons faites pour les techniciens, pas pour les soldats. Ensuite, nous en construisons davantage, a déclaré Raven. Avec quel ruban adhésif? Quel tissu filtrant? Quoi qu'on ait, rétorqua Raven, puis, comprenant son ton, il s'adoucit. On improvise ou on se noie sous une pluie de césium. Eugenio hocha la tête à contre-cœur. Je vais fouiller les ferrailles à la recherche de fils d'argent. 2 jours plus tard, un cavalier arriva du corridor du Tage, à moitié mort de soif. Raven s'agenouilla près de lui tandis que les médecins lui appliquaient une solution saline. Les yeux du messager s'écarquillèrent, mais il força ses mots, nouvelle aube, convoi, pas au sud-ouest. Mécanicien, puis de Huelva, saisi. Pacte commun. Il toussa du sang taché de poussière. Ils échangeront des bombes isotopiques contre de l'essence. La nouvelle fit l'effet d'un éclat d'obus dans la raffinerie. Des mécaniciens avaient bel et bien fait défection, empruntant des chemins secrets pour rejoindre Nouvelle Aube, leur promettant des services d'ingénierie en échange d'une part du carburant de Raven. Le conseil de Saba réclamait des représailles immédiates. Loba voulait que des équipes de raid soient envoyées à Huelva pour incendier les puits. Raven marchait en silence, écoutant le tourbillon jusqu'à ce que Violta lui touche le coude. L'indécision tue, murmura-t-elle. Il fit face au hall. Nous ne poursuivons pas tous les traîtres dans l'océan. Notre force, c'est la raffinerie. Si Nouvelle Aube le veut, ils doivent nous percer une brèche. Mais nous pouvons saper leur alliance. Il brandit un schéma. Le pipeline est notre ancien projet s'étend au-delà des ruines d'Andrada jusqu'à l'usine de dessalement que détient Nouvelle Aube. Si nous restaurons le segment éloigné, nous pourrons injecter de la saumure toxique mélangée à du benzène dans leur réseau d'eau. Personne ne s'allie à ceux qui se salissent la gorge. La salle se figea, bouleversée par la cruauté de la tactique. Saba murmura, tu empoisonnerais aussi des civils. Seulement si Nouvelle Aube refuse de se rendre. Nous prévenons d'abord les communautés et leur ouvrons des couloirs d'évacuation. La voix de Raven tremblait, mais se tenait. La guerre qui nous est imposée ne nous laisse aucun choix éclairé. Le débat a fait rage tard, mais le vote a été adopté de justesse, début du sabotage du pipeline. Les équipes de montage ont filé vers l'est sous les tempêtes de poussière, soudant des pompes de dérivation dans des ponceaux abandonnés. Loba a dirigé des escouades périphériques qui ont fortifié les tranchées avec des éclats de verre fusionnés ou des dents de dragon artisanales. Eugenio et Raven ont calibré des ratios chimiques capables de paralyser les membranes de dessalage sans persister dans le sol plus longtemps qu'un cycle lunaire. Cette nuit-là, Raven resta allongé sur un lit de camp à l'intérieur du vieux bunker de contrôle, sans dormir. Il revoyait le message rauque du messager, le regard effrayé du conseil. Le pouvoir avait commencé à avoir un goût de cendre, chaque décision était une nouvelle bouchée de compromis et de péché. Il pressa ses paupières et vit des aurores nucléaires scintiller de vert. Quelque part au-delà de ses voiles, les puissances mondiales lançaient encore des missiles, leurs vents errants décidaient des récoltes, des cancers, de l'avenir. Pourtant, ici, dans cette vallée crevassée, le décret d'un seul garçon pouvait anéantir une secte ou épargner un enfant. L'ampleur de la situation le donnait le vertige. Il se leva avant l'aube et parcourut les passerelles. De 12 accords de guitare montaient, quelqu'un jouait une vieille berceuse andalouse près des fûts de carburant. Raven suivit le son et trouva Sabrielle, une réfugiée de 15 ans, dont un poumon avait été endommagé par les retombées radioactives, les doigts habiles sur une guitare en épicé affêlée. La mélodie flottait, fragile mais tenace, comme si l'instrument se souvenait des nuits où l'air sentait le jasmin. Raven écouta en cachette, le cœur un instant dénoué. Lorsque Sabrielle eut terminé, elle le remarqua et rougit. Il applaudit doucement. « Jouez à la prochaine vente aux enchères, dit-il. La musique rappelle aux gens pourquoi ils font du commerce plutôt que la guerre. » Elle rit timidement.
Il paie en carburant? Je paierai les piles de ton amplificateur, promit-il. Elle rayonnait une petite aube qu'il garda dans sa poche pour plus tard. Le premier affrontement avec Nouvelle Aube survint sans prévenir, 4 jours après le début du sabotage du pipeline. Une épaisse brume nocturne planait lorsque des fusées de mortier jaillirent par-dessus la clôture nord, projetant une pluie d'étincelles blanches. Les sirènes coupèrent le bourdonnement de la raffinerie, les gardes se précipitèrent vers leur poste. L'Oba sprinta sur les portiques, aboyant des ordres. Raven atteignit la tour numéro 3 juste au moment où la première roquette filait à basse altitude, frappant le parc à réservoir extérieur avec un bruit assourdissant qui fit trembler les colonnes de distillation. Des flammes jaillissaient vers le ciel ou des réserves d'éther éthylique. Les vannes de déluge d'urgence sifflaient l'eau de mer captée dans le Guadalquivir, les canons à mousse crachaient des nuages chimiques roses. Le casque de Raven crépitait au sabbat, hurlait que des incendies secondaires menaçaient le générateur de l'hôpital. Il brandissait des jumelles, des silhouettes en treillis noirs atomiques surgissaient à travers les oliveraies, fusils en bandoulière, quelque chose de plus volumineux sur les épaules ou des obus de bombes sales? Non, trop petits ou des diffuseurs de neutrons portables. Les projecteurs s'allumèrent, surprenant les assaillants en plein pas. Les coups de feu sifflèrent. Raven attrapa un mégaphone. Cessez d'avancer ou nous incendions la tour centrale. Ce nuage de poison se dirige vers l'ouest, votre campement sera détruit en premier. Le fanatique de tête, le visage nu, les yeux brillants d'une fièvre intérieure, leva quand même son arme. Une balle tirée du poste de sniper de l'Oba le transperça. La ligne vacilla, les défenseurs tirèrent un tir de suppression. En quelques minutes, l'assaut fut brisé, les survivants traînèrent les blessés jusqu'à la lisière des arbres. Les projecteurs balayèrent, mais ne trouvèrent que de la poussière piétinée. Perte, 8 fusiliers des commands blessés, 2 morts, un char de stockage perdu, mais les unités principales intactes. Le moral était plus affecté, des rumeurs de radiation circulaient. Raven s'adressa à la foule à l'aube, près de la carcasse du char en flammes. La Nouvelle Aube croit que la terreur leur confère la divinité, dit-il d'une voix rauque. Nous leur montrons que la terreur est affamée quand nous sommes debout. Il souleva un obus cabossé récupéré dans le bosquet et une fine cartouche de sel de césium reliée à un propulseur à faible puissance, dont l'amorce avait heureusement échoué. Ils veulent la peur. Ridiculisez-les. Exposez leur engin inutilisable devant les portes du marché, chargez une miette de maïs pour cracher dessus. La foule laissa échapper des rires hésitants qui se transformèrent en acclamations. Les perros de l'Oba hissèrent la carapace jusqu'à un poteau et la martelèrent comme un épouvantail. Les enfants firent la queue avec des écorces de melon à lancer, la tension s'apaisa, ne serait-ce que pour un après-midi. Pendant ce temps, le sabotage progressait. Eugenio signala que la ligne ait été pressurisée. Layla, la cousine de Violeta, remise du voyage de Basura, codait les contrôleurs de pompe. Au coucher du soleil, Raven lança un ultimatum à la fréquence de Nouvelle Aube, abandonner l'usine de dessalement des Sija ou boire son propre poison. Le silence répondit d'abord. Puis une voix féminine, froide, filtrée par l'écho déclara « La purification prospère dans la souffrance. Libère ta toxine, nous nous baignons avec joie. » Eugenio fronça les sourcils. Soit c'est du bluff fanatique, soit il possède un contre-filtrage. Raven fixait les valves de la console, la main en suspens. Cet instant lui semblait plus lourd que les roquettes d'Andrada. Ici, le déclencheur était chimique, invisible, s'insinuant dans les tuyaux jusqu'aux gorges de milliers de personnes. Il pensa à la berceuse de Sabriel, aux réfugiés entassés dans la cour. Il baissa la main. On attend. Utilisons la menace comme un levier, pas comme une arme. Cette nuit-là, un tonnerre lointain gronda, mais aucun nuage d'orage. Les éclaireurs signalèrent une explosion au puits de Huelva, un panache noir s'élevant. Les rebelles des mécaniciens et la Nouvelle Aube s'étaient affrontés, chacun s'accusant d'une rumeur de vol de carburant propagée par les propres messagers de Raven. Ce qui avait commencé comme une dispute se transforma en fusillade, mettant le feu au stock de brut. Sans mousse extinctrice, l'incendie consuma l'installation. 30 rebelles furent tués, les puits paralysés. L'Oba rit d'un rire sombre en recevant le rapport. Il brûle nos vêtements pour nous. Raven se laissa sourire, mais la mit en garde. Le désespoir engendre des bêtes acculées. En effet, en moins de 48 heures, New Dawn pulsa à nouveau vers le sud, cette fois avec un objet lourd suspendu sous une bâche sur un châssis de bus modernisé. Des images de drones montraient un anneau de blindage du cœur du réacteur. Une bombe nucléaire à dos?
Eugenio estima sa puissance à moins d'une kilotonne, la moitié des bombes qui avaient anéanti Malaga des années auparavant, mais suffisamment pour vitrer un rayon de 5 km. Les veines de Ravenne se glaçaient. S'ils enfonçaient cet engin dans la raffinerie, toutes les discussions, tous les échanges finiraient en éruption. Il convoqua un conseil de crise. Option, frappe préventive avec un obusier récupéré, mine sur la route d'accès, infiltration pour désarmer. Violta plaida pour une frappe directe d'un sniper sur le conducteur. Loba voulait des mines plus simples, certes. Ravenne pensa à des réactions en chaîne, une bombe nucléaire explosant à l'extérieur serait toujours mortelle. Il suggéra un leurre. Nous les attirons sur le pont fluvial d'Andrada, autrefois utilisé. Le tablier du pont, équipé de charges creuses, s'effondre et le bus s'effondre dans l'eau avant que le cœur ne chauffe. En dessous, nous inondons la berge de bout de bord, neutralisant ainsi le flux de neutrons. Eugenio tapota sa canne avec scepticisme. Construire un tel piège à temps relève du miracle. Un miracle fait de brute et de courage, dit Ravenne. On tente, ou on meurt. Le travail commença avec frénésie. Des bénévoles transportèrent du ciment, des baguettes de soudure et des sacs de bord dérobés dans une mine abandonnée où l'on trempait autrefois du verre. Sabriel et d'autres adolescents peignirent des graffitis le long des panneaux de déviation, des ONDE carburant, une flèche pointant vers un pont, semé dans les filets de rumeurs scrutées par Newdown. À la tombée de la nuit, d'étranges conversations radio suggéraient que la secte avait mordu à l'hameçon. Minuit, des observateurs, postés sur les écrans de la tour, aperçurent des phares se faufiler vers le pont. Ravenne roulait devant, Loba dans un fourgon de communication, pseudo désactivé à mi-hauteur, faisant semblant d'être en panne. La pluie commença à se faire fine, claquant sur le métal. Le moteur du bus grogna plus près, laissant derrière lui un silence pesant. Le cœur de Ravenne battait si fort qu'il aurait juré que les micros l'avaient capté. Le camion d'escorte de la secte s'arrêta à 50 mètres, la camionnette chargée des mégaphones s'éloigna. Ravenne et Loba sortirent en titubant, feignant la panique, et coururent en face du trottoir. Du sommet de la colline, Violta observait à travers la lunette, le pouce sur le détonateur. Le bus s'engagea sur la travée centrale en grondant. Steele gémit. L'écouteur de Ravenne claqua, la voix de Layla, charge verte. Il cria, maintenant. Le tablier du pont vola en éclats, une secousse projeta Ravenne contre la rambarde. Un rugissement semblable à celui de montagne se brisa, des étincelles jaillirent. Le bus plongea, le nez en avant, dans l'eau sombre en contrebas, le camion d'escorte chavira, sa benne en feu. Ravenne rampa, les oreilles bourdonnantes. La rivière siffla tandis que la boue de bord se déversait, transformant les vagues en vagues blanches et troubles. Des alarmes retentirent dans les casques audio, les radiamètres montèrent en flèche puis en chute libre, la boue enfouissant les neutrons. Loba le remit debout. Corps, hurla TL. Les relevés Geiger sont stables. Eugenio, surveillant depuis la tour, communique par radio, pas de criticité. Cœur intact, mais noyé. Le soulagement fit s'effondrer les genoux de Ravenne. Loba lui frappa la joue. À plus tard. Déplacez-vous, traînards de la secte. Des coups de feu claquèrent derrière eux. Les combattants de la Nouvelle Aube se dispersèrent sur le talus, des perros jaillirent des troncs d'olivier et engagèrent le combat. Un bref échange de tirs brutal se termina par des cris et la reddition. Les survivants de la secte s'agenouillèrent, les poignets attachés par des attaches, tandis que l'odeur de la vase montait. De retour à la raffinerie, l'aube se leva à travers les nuages. La nouvelle se répandit comme une hydre, le jeune Ravenne avait brisé la bombe nucléaire de la Nouvelle Aube sans détonation. La foule se rassembla sous la tour 10 où Ravenne, trempé, sale et meurtri, s'adressa à eux. Nous avons affronté un feu impie, dit-il d'une voix rauque mais porteuse. Nous avons résisté, nous avons été plus malins, nous avons enduré. Cette raffinerie est plus que du métal. C'est une alliance, partagée ou périssez. Ceux qui menacent l'alliance goûtent à notre réponse. Les acclamations retentirent. Pourtant, au fond de lui, Ravenne ressentait une vérité plus cruelle, chaque victoire exigeait une cruauté plus vive. Poison, piège, manipulation, il les maniait désormais avec des doigts aguerris. Était-il encore le jeune charognard goûtant des gouttes sur la langue, ou un chef de guerre enveloppé d'idéaux? Plus tard, dans le dortoir, Sabriel était assise et accordait sa guitare. Elle demanda doucement, le silence reviendra-t-il? Ravenne réfléchit. Dehors, les générateurs ronronnaient, les alarmes radio cliquaient, les bébés pleuraient.
La guerre reprenait au-delà des horizons. Il s'agenouilla. Pas tout de suite, admit-il. Mais peut-être des moments entre les tempêtes. On construit ces moments de ses mains. Sabriel hocha la tête et commença à jouer. Les notes flottaient, fragiles comme la neige cendrée, mais tenaces aussi. Raven ferma les yeux, laissant la mélodie tisser un silence dans sa poitrine brisée. La chaleur estivale s'intensifiait par paliers. Les cultures des terrasses irriguées reverdirent faiblement, mais les communes goûtèrent aux courgettes pour la première fois depuis des années, les enfants poursuivaient les chèvres entre les panneaux solaires. Les vestiges de la nouvelle aube s'enfuirent vers l'est. Les mécaniciens revinrent lentement, réprimandés, offrant leurs compétences en échange d'une amnistie. Saba sermonna pour pardonner, Loba gronda mais accepta, et Raven négocia des quotas obligeant les machinistes à reconstruire le pont qu'ils avaient contribué à détruire. Des dangers plus vastes couvaient pourtant. Les satellites de l'OTAN, autrefois silencieux, s'allumèrent en orbite basse, véritable balise d'un réseau de communication de la dernière chance. La rumeur disait que le gouvernement provisoire de Washington prévoyait des frappes coordonnées contre des États nucléaires voyous. Au même moment, des cyberunités chinoises pirataient d'anciens réseaux électriques de l'UE, testant ainsi les boucles de commandement. L'échiquier mondial bascule vers les derniers gambits. Eugenio appela Raven en salle de contrôle par une aube étouffante. Sur l'écran fissuré défilaient les données télémétriques de capteurs stratosphériques reconvertis par des hackers de Barcelone. « Je détecte des signatures de triple lancement », murmura le vieil homme. « ICBM ? Trajectoire en direction de l'Atlantique, apogée variable suggérant un bus MIRV. » Le sang de Raven se glaça. Destination ? Un seul chemin mène à Iberia, une fenêtre d'impact de 48 heures. Il fixait le sentier de pixels grimpant vers le ciel. Raven sentit les écailles de la guerre qu'il avait tenté d'ignorer revenir au tonnerre. La raffinerie, leur marché des points de puissance changeant maintenant de fou et de reine. Violta surgit, essoufflé, brandissant des documents radio. Le commandement de l'OTAN exige l'évacuation de tous les non-combattants en Andalousie. Une frappe est prévue contre un réacteur clandestin présumé près de Séville, site présumé de la Nouvelle Aube. Les coordonnées sont dangereusement proches de la raffinerie. Tirs amis, murmura Loba. Nous sommes des ennemis collatéraux. Raven faisait les 100 pas, ils tirent de l'autre côté de l'océan, ils ne savent pas qui vit ici. Saba tapota sa canne. Envoyer des émissaires ? Radio brouillée. Les yeux d'Eugenio brillaient de désespoir. 48 heures, ce n'est pas suffisant pour un exode massif. Raven inspira lentement. Alors, nous prouvons notre présence sans équivoque. Il désigna les tours de distillation. Nous éclairons le ciel de balises plus grandes que n'importe quelle fusée éclairante, un message morse géant au-dessus des nuages, civil ici. Nous piraterons les satellites, superposerons nos coordonnées GPS, diffuserons les fréquences. Layla fronça les sourcils. Morse avec quoi ? Flamme ? Des arcs électriques, dit Raven. Nous évacuons l'hydrogène, allumons des colonnes de plasma contrôlées, modulons les vannes d'obturation ou des points dans la nuit visibles par les capteurs orbitaux. Cela pourrait exploser, avertit Eugenio. Ou sauver des milliers de personnes. Le regard de Raven parcourut la pièce. Soit on disparaît en silence, soit on crie au ciel. Un consensus fragile mais solide s'est formé. Les ouvriers ont équipé les cheminées de plaques à orifices variables, ont tendu des barres omnibus en cuivre à des bobines Tesla récupérées dans des manèges. Sabriel a organisé des enfants pour peindre des feuilles de latex blanches géantes avec le mot « SOS » le long des champs de pipeline, visibles par les drones de reconnaissance. Chaque tour radio diffusait des boucles en anglais, mandarin et russe, zone civile non combattante coordonnée ou ne tirez pas. À la 40e heure, des nuages violets déferlaient sur le crépuscule. Raven, vêtu de sa combinaison anti-arc, escalada la torche principale. Le vent tirait sur les tissus, des étincelles jaillissaient des vannes ouvertes. En contrebas, la raffinerie bourdonnait comme la gorge d'un titan qui préparait une chanson. La voix d'Eugenio grésillait, charge au seuil. Raven regarda vers l'ouest, là où l'Atlantique obscurcissait le soleil d'une tache rouge. Il repensa au premier goût d'essence sur les dents, aux accords de Sabriel, à chaque vie désormais liée à sa décision. Il appuya sur le bouton d'allumage. Une flamme bleu-blanc transperça le ciel, rugissant plus fort que des fusées. Il actionna les volets, 3 courts, 3 longs, 3 courts. Une autre pile répondit, répétant. À travers le parc, 6 panaches dansèrent selon un motif orchestré,
inscrivant SOS en écriture brûlante sur le pont bas et nuageux. La chaleur gifla la combinaison de Ravenne, une aura de puissance brute, des étincelles piquèrent sa visière. Les minutes passèrent des battements de cœur interminables. Les radios grésillèrent. Puis un ping, une poignée de main du transpondeur en orbite basse. Layla hurla dans le micro. Les coordonnées furent confirmées. Les trajectoires furent recalculées, un bus Mir fut abandonné pour un atterrissage en toute sécurité. Un autre fut redirigé vers un désert reculé. Des acclamations fusèrent dans les communications, les genoux de Ravenne fléchirent. Il s'affaissa sur une grille métallique, ses larmes s'évaporant avant de couler. Le ciel flamboyait encore, peignant la raffinerie d'une incandescence sacrée, mais la survie était inscrite à la main sur le registre de la guerre. Lorsque les incendies s'apaisèrent enfin, l'aube naissante obscurcit l'horizon. Les équipages épuisés s'affalaient contre les tuyaux, certains pleuraient, d'autres riaient. Ravenne descendit l'échelle, les pieds tremblants. Violeta le rattrapa à mi-chemin, releva sa visière et embrassa sa joue noire de suie. Il parvint à exprimer un rire rauque. « Nous avons crié assez fort », a-t-elle déclaré. « Le monde a presque écouté trop tard », a-t-il répondu. Dans la cour, Saba s'adressa à l'assemblée. « Ce soir, nous avons vu des mains unies façonner le destin. Souvenez-vous, le pouvoir ne réside pas dans les missiles, mais dans l'harmonie des cœurs. » Les applaudissements fusèrent. Pourtant, tandis que Ravenne souriait, il entrevit de nouvelles inquiétudes, les réserves de carburant s'épuisaient à cause de la combustion des balises, les stocks d'hydrogène étaient épuisés, les compresseurs surchauffaient. Les prochaines menaces les trouveraient plus faibles. Mais l'aube sentait moins la peur, davantage l'espoir renaître mêlé au spectre éternel du pétrole. Il marcha seul jusqu'à la raffinerie. Les oliveraies tremblaient d'un éclat argenté sous le soleil naissant. Quelque part au-delà, les armées pouvaient encore marcher, les gouvernements complotaient, les planètes basculaient. Mais ici, un cercle de tuyaux rapiécés entourait une communauté rebelle chantant des berceuses au-dessus du béton fissuré. Pour la première fois depuis le début de la guerre, Ravenne envisageait la possibilité que la survie puisse se transformer en vie. Il inspira. L'air avait un goût de suie et d'avenir non brûlé. Une obscurité sans lune planait sur la raffinerie comme un souffle retenu, le genre de silence que seul le minuit absolu de l'été peut invoquer. Ravenne arpentait la passerelle au-dessus des tours silencieuses et craquantes, la moitié de son esprit à l'affût du bruit sourd d'une pompe affamée, l'autre moitié à l'écoute du sifflement radio provenant de tous les haut-parleurs de ce qui avait été autrefois le sud espagnol. Au début, les orateurs parlaient du silence à un vide presque luxueux après des semaines d'alarme puis une nouvelle voix, d'élégantes voyelles d'Oxford lavées par l'électricité statique. Ici Rebecca Iqbal, commandante de liaison de la mission OTAN-ONU de surveillance du cessez-le-feu. Nous avons confirmé la présence d'habitations civiles aux coordonnées 37,88° nord et 4,78° ouest. Soyez prêts pour la vérification du survol et la désignation du corridor. Les mots ont parcouru les tours, et rien n'a explosé par la suite. Pas de grève de suivi, pas de demande de dissolution, pas d'ultimatum. Juste un aveu des anciens maîtres du ciel, oui, des gens vivaient ici, et méritaient peut-être de continuer à y vivre. Ravenne expira à la lumière des étoiles et sentit ses épaules s'affaisser pour la première fois depuis des mois. En dessous de lui, des centaines de personnes dormaient sous des bâches rapiécées et des auvents de fortune, des gens du peuple, des machinistes de retour, des péros qui assuraient désormais des gardes périmétriques en échange d'un salaire décent, et même d'anciens convertis de la nouvelle aube dont le fanatisme avait cédé lorsque leur bombe avait été noyée dans une boue de bord. Tous captifs du bourdonnement vasculaire de la raffinerie. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que les brasiers du SOS avaient écrit la survie dans les nuages. Dans l'accalmie qui suivit, des camions-citernes arrivèrent de l'aqueduc de Mexico, à l'ouest, annonçant que des puissances plus importantes ouvraient des zones de déconfliction ou des poches où aucun missile ne tomberait tant que les habitants pourraient prouver leur statut de non-combattants et une autonomie de base. La vallée de Cordoba se trouvait pile sur la frontière proposée entre le théâtre occidental de la coalition mondiale et le protectorat du Maghreb, soutenu par la Chine. L'avant-poste de Ravenne était donc plus qu'une curiosité, il en faisait le pivot d'une fragile ligne d'armistice. Le tenir impliquerait de nouveaux types de batailles de projets de charte, de drones d'inspection et de protocoles commerciaux. Loba, désormais capitaine de la garde des communes, plaisantait en disant que la paperasse pouvait tuer plus vite que les balles. Mais elle aiguisait quand même ses couteaux, les vieilles habitudes maintenaient les gens en vie. À l'aube, le conseil se réunit sous une bâche rapiécée qui claquait comme la grand-voile d'un navire échoué.
Les mains noueuses de Saba lissaient une page de papier estampillé d'un sceau bleu représentant une carte du monde, le premier projet de charte de l'OTAN et de l'ONU pour le corridor de sécurité civile de Cordoue. Il promettait des palettes médicales larguées par avion, des liaisons de communication en orbite basse, une amnistie fiscale de 3 mois, à condition que la communauté élise des dirigeants reconnus, publie un bilan de ses réserves de carburant et jure de renoncer à toute arme offensive de plus de 30 mm. Eugenio plissa les yeux pour lire les petits caractères à travers ses lunettes tachées de graisse. L'offensive est relative. Un canon automatique de 30 mm peut être défensif si quelqu'un vous fonce dessus avec un char. Raven se pencha sur la page. L'important n'est pas le calibre. L'important, c'est la vérité. Soit on leur montre qu'on n'est pas une milice rebelle, soit on retourne sur les listes de cibles. Loba cracha un noyau d'olive dans la terre. En vérité, nous avons appris à survivre parce que nous avions de plus grandes dents que les chiens qui nous déchiraient. Ils demanderont à nous dégriffer, alors qui protège les pompes? Saba frappa avec sa canne. Les pompes ou les gens, capitaine? La lèvre de Loba se retroussa mais elle garda le silence. Violeta, assise en tailleur avec une console portable, fit basculer l'écran vers une image satellite, des dizaines de camps de tentes disséminés le long des contreforts andalous ou des familles déplacées suivant des rumeurs de sécurité. Si nous acceptons le statut de corridor, ces gens affluent vers nous. Aucun mur n'est assez grand. Mais si nous refusons, ils affluent quand même lorsque la prochaine armée les repoussera. Elle regarda Raven. Les dirigeants choisissent quelle inondation se noie le plus lentement. Raven étudia l'image. Chaque grain était une vie, un souvenir. Il sentit le goût d'essence fantôme sur sa langue, le vieux rituel qui lui permettait autrefois d'évaluer l'octane au jugé. Désormais, le monde le notait à chaque phrase. Nous signons la charte, dit-il enfin. Mais à nos conditions. Eugenio haussa un sourcil. Ce qui veut dire? Notre raffinerie est considérée comme une infrastructure humanitaire essentielle, et pas seulement économique. Le carburant permet aux hôpitaux et aux usines de dessalement de fonctionner. Nous conservons une arme lourde par cadran, enregistrée et scellée, nous ne l'utilisons qu'en cas de violation des limites du corridor. De plus, l'OTAN et l'ONU partagent les tâches d'inspection avec notre propre conseil d'administration, afin que personne ne troque son drapeau contre notre autonomie. Saba souriait comme du marbre fissuré. Un jeune lion qui a appris à dresser des barrières autour de sa cage. Les cages empêchent aussi les prédateurs d'entrer, répondit Raven. Le vote fut adopté de justesse, 15 voix contre 12, les machinistes s'abstenant. Un drone de messagerie s'éleva avec l'amendement signé, ses minuscules rotors sculptant l'aube. À la fin de la semaine, le premier convoi de secours de l'ONU franchissait le pont reconstruit, 3 camions blindés arborant des bannières blanches fraîchement repeintes, accompagnés d'un peloton de génies néerlandais en exosquelette défraîchis par la rouille. L'enthousiasme montait dans la salle des communes, de vrais vaccins, des circuits imprimés pour les contrôleurs d'éoliennes, des balles d'hydrogel antibiotiques. Mais ce qui attira l'attention de Raven, ce fut l'arrière du convoi, un petit bus scolaire, vitres grillagées, moteur remplacé par des piles à hydrogène, le premier transport civil qu'il voyait sans être hérissé de trépieds de mitrailleuses. À l'intérieur, une vingtaine d'enfants contemplaient, les yeux écarquillés, le majestueux enchevêtrement de tours de la raffinerie, tels des pèlerins devant une cathédrale d'acier. Une fille aux tresses cuivrées tapota la vitre en articulant « Est-ce le feu ?», tandis que des fusées sifflaient au-dessus de sa tête, brûlant des vapeurs volatiles. Raven leva la main en guise de bienvenue. Le bus s'arrêta en sifflant. Le commandant de liaison Iqbal se retira et serra la main de Raven. Elle était plus jeune qu'il ne l'avait imaginé à la voix radio, peut-être la trentaine, en treillis impeccable, l'air marqué par la dureté et la compassion. Votre coup de balise a forcé le Conseil de sécurité à redessiner la moitié de ses grilles de ciblage, dit-elle en guise de salut, avant de sourire. Vous avez aussi sauvé notre poste médical avancé à la Roda. Merci. Nous crions pour sauver nos vies, répondit Raven. Parfois, c'est la seule diplomatie honnête. Elle fit un geste vers les enfants. Des orphelins de la zone de retombée nucléaire de Murcie. Votre charte leur promet un nouveau départ dans le couloir. Reste-t-il de la place? La poitrine de Raven se serra. On va faire de la place. Il fit signe à Loba. Tente du quartier maître, près des oliviers du sud. Loba grogna mais se dirigea vers le bus en aboyant des ordres qui semblaient rassurants. Les enfants sortirent en file indienne, les épaules fines et carrées, chacun portant un sac contenant tout ce qui leur restait. Iqbal observa, puis se tourna vers Raven.
Les satellites repèrent 3 milices indépendantes sondant les bords du corridor. Vos flancs seront mis à l'épreuve. Mon peloton apporte son soutien, mais ne peut pas rester en garnison permanente. Le succès du corridor dépend de la cohésion interne. Cohésion, répéta Raven, pensant aux machinistes qui marmonnaient encore à propos de quotas, aux Perros qui rêvaient encore de butin rapide, aux anciens membres de la secte luttant contre la culpabilité. On va vous montrer la cohésion. La nuit tomba avec une douceur rare. Sabriel joua sur une scène improvisée au sommet d'une tourelle de char renversée, Violeta mixant sa guitare dans des haut-parleurs récupérés alimentés par la surtension d'une turbine. Les enfants dansèrent, même quelques Perros, les ingénieurs de l'ONU applaudirent à contre-temps, mais arborèrent un large sourire. Raven était assis à côté d'Eugenio sur une pipe. « Tu te souviens, on a d'abord rempli la canette ?» demanda-t-il. Eugenio rit doucement. Cela pesait plus que l'espoir, mais moins que la peur. Raven caressa la plaque d'identité de Loba autour de son cou. Toute une vallée repose sur cet espoir, maintenant. Je me sens comme un joint sur le point d'exploser. Le vieil homme tapota l'acier avec sa canne. Tout moteur a besoin d'entretien. Toi, mon garçon, tu dois te reposer, ou prendre des pauses quand le monde te les donne. Il fit un signe de tête à Violeta, ses doigts caressant les joues de l'ingénieur du son, teintés d'ambre par la lumière de la scène. La réponse de Raven resta coincée entre ses dents. Loba se laissa tomber à côté d'eux avec 2 tasses de café en fer blanc. Radio des éclaireurs, aucun ennemi à 10 clics. J'ai failli rater l'objectif évident des balles. Elle but une gorgée en grimaçant. La paix a le goût d'un breuvage léger. La paix n'est qu'une guerre avec des outils plus doux, a déclaré Raven. Je sais, répondit-elle, mais son regard s'attarda sur les enfants qui dansaient. Quand même, ça vaut peut-être la peine d'être surveillé. Les outils plus souples de la paix ont eu des conséquences profondes au petit matin. Les auditeurs de l'ONU voulaient une ventilation par article, réserve totale de brut, débit quotidien, et émission en partie par million. Eugenio débita des chiffres, mais Raven comprit le sous-entendu, à quelle vitesse les grandes puissances peuvent-elles exploiter ce robinet. Parallèlement, un diplomate chinois arriva à la porte sud, flanqué de marines du protectorat. Il apportait des micro-panneaux solaires en cadeau, et un contrat proposant des terres rares contre des droits exclusifs sur le diesel. Raven sourit poliment, déclina avec la même politesse, et entendit le grondement de l'histoire s'amplifier. À l'intérieur, la dissidence prit de nouvelles formes. Doria la machiniste refit surface au conseil pour déclarer que, puisque le couloir exigeait le désarmement des armes lourdes, chaque faction devait remettre son inventaire à un coffre neutre géré par des machinistes, bien sûr, invoquant leur expertise technique. Loba croisa les bras. « Vous fournirez les clés ?» demanda-t-elle. « Cryptage partagé » dit Doria sans ciller. « Mais le coffre-fort lui-même, dans notre secteur, où se trouvent les outils et la climatisation ?» Saba le regarda. « Géographie pratique. » Raven intervint. « Pas de secteur unique. Nous avons soudé une armurerie sous le dépôt central des chars. Des gardes identiques pour chaque faction, des observateurs de l'ONU autorisés à inspecter, mais pas à saisir. » Doria acquiesça, trop vite. Raven effaça la vitesse comme une lame de doute. Cette nuit-là, la berceuse de Sabriel résonna parmi les rangées endormies lorsqu'un grondement sourd secoua la raffinerie. Raven se redressa brusquement, son pouce accélérant. Les sirènes se réveillèrent en vacillant. De la fumée s'élevait au-dessus de la fosse de l'armurerie encore inachevée. Il descendit les échelles 3 par 3. L'explosion avait effondré un portique et fissuré une conduite d'alimentation. Heureusement, la conduite était sèche pour la maintenance, pas de boule de feu. Mais un garde gisait en sang, blessé au cou par une balle avant l'explosion. Un autre garde jura avoir vu un badge de machiniste disparaître dans l'ombre. En quelques heures, les rumeurs se sont répandues comme des bombes incendiaires. Les machinistes affirmaient que Perros avait organisé un sabotage pour les piéger. Perros jurait que les machinistes cherchaient un prétexte pour s'emparer de l'arsenal. D'anciens adeptes murmuraient que les deux camps complotaient. Les enfants se rassemblaient, les yeux des orphelins à nouveau écarquillés. Le commandant Iqbal entra dans la tente du conseil avant le lever du soleil, la mâchoire crispée. « Si vous ne parvenez pas à vous contrôler, la désignation de corridor est annulée. Mes ordres sont clairs. Un autre incident comme celui-ci, et l'OTAN évacuera nos proches et retirera son soutien. » Raven faillit lui asséner un coup sec. « Nous n'avons jamais demandé à vos bannières de nous peser, mais il ravala sa colère.
L'orgueil était comme de l'huile sur un câble étincelant. Il demanda alors 24 heures pour enquêter. Elle en accorda 12. Il convoqua une triade d'urgence, Loba, Doria et Layla, anciennes techniciennes de secte, comme expertes médico-légales neutres. Ils examinèrent le rayon de l'explosion, l'angle des charges et le calibre de la blessure du garde. Layla fit apparaître une image sur son datapad, un anneau de brûlure fractale correspondant aux obus antimatériels chinois du début de la guerre. Perros n'en utilisait pas. Les machinistes non plus. Mais les marines du protectorat à la porte sud le pourraient. Loba siffla. Un diplomate sourit, les soldats sabotent, le corridor s'effondre, le protectorat déclare le site instable et entre en tant que soldat de la paix. Raven sentit une froide clarté l'envahir. De nouveau, les échecs étaient plus grands. Nous n'arrêtons pas de machinistes. Au contraire, nous dévoilons le stratagème. Comment ? Demanda Doria, le regard mêlé de suspicion et de soulagement. En invitant toutes les factions à la cérémonie de désarmement de demain, retransmise en direct via l'orbite de l'OTAN, a déclaré Raven. Et nous incluons une exposition de la munition sabotée récupérée, étiquetée comme étant celle du protectorat. Le protectorat le démentira, a averti Loba. Laissez-les faire, répondit Raven. La vérité n'a parfois besoin que de la lumière du jour. Saba a ajouté, et après le lever du jour, nous devons encore aimer ceux qui ont failli nous tirer dessus. Dans le couloir, dit Raven, le pardon est moins cher que l'exil. La cérémonie oscillait entre carnaval et confrontation. Sous une bâche flottante de l'ONU, une longue cage d'acier attendait, chaque arme devant être étiquetée et scellée. Le lien orbital du commandant Iqbal flottait sur un écran holographique, sous le regard des conseils militaires. Loba déposa la meilleure mitrailleuse lourde de Perros. Les hommes de Doria firent entrer 2 canons automatiques, ils contemplèrent avec amour les canons polis, comme s'ils abandonnaient leurs animaux de compagnie. Quand vint le tour de Raven, il plaça un étui transparent au centre, la balle antimatérielle usagée, le nez déformé révélant le code du microtraceur du Lockheed Alpha du protectorat. Des hoquets de surprise résonnèrent. L'envoyé chinois, présent dans son linge immaculé, fronça les sourcils. Raven parla au micro. Cette balle a tué notre garde et tenté de détruire notre accord. Elle porte une marque qui n'aurait jamais dû être tirée ici. Il regarda l'envoyé. En cas d'accident, montrez les archives. En cas de geste malveillant, aidez-nous à trouver le tireur. Le couloir ne tient que si tout le monde surveille tout le monde, y compris les clients extérieurs. L'espace d'un instant, l'envoyé sembla prêt à partir en trombe. Puis il inclina la tête avec précaution. Le protectorat vérifiera ses stocks, dit-il d'une voix trempée de fer. Et désignera les coupables s'ils sont découverts. La tension s'apaisa. L'image holographique d'Iqbal acquiesça. Les observateurs du monde entier virent une raffinerie capable de contrer les plans étrangers sans se disloquer. Le corridor survécut 1 heure de plus. L'été s'est transformé en un automne prudent. Dans les champs entre les oliviers, le maïs hydrogéné poussait ses feuilles vertes à travers la poussière irradiée grâce à l'eau de dessalage et aux pompes d'irrigation fonctionnant au mazout. Les médecins de l'ONU ont vacciné les orphelins, certains ont rejoint la nouvelle troupe de Sabriel, Fuel Music, chantant des exercices de sécurité au rythme de la guitare pour que les plus jeunes s'en souviennent. Raven trouvait des moments pour rêver plus grand. Assis sur le toit de la raffinerie par une fraîche tombée de la nuit, lui et Violta dessinaient les futurs réseaux électriques sur un morceau de plastique. Solaire, éolien, biogaz, glyphosate et L. Calendrier de réduction progressive de la dépendance au pétrole brut, 5 ans. Il rit doucement. Tu comprends que je suis le prince du pétrole qui complote sa propre obsolescence. Mieux vaut se retirer que d'être renversé, dit-elle en le poussant du coude. Et puis, l'odeur de l'huile de cuisson est plus forte que celle de l'essence. Le rugissement des pompes vous manquera. Tu vas me manquer, à les conduire à 3 heures du matin, à réclamer des clés. Son regard se posa sur elle avec sérieux. Quand le couloir sera stabilisé, dormiras-tu un jour ? Raven regarda les tours se découpant sur la brume du coucher de soleil. Dormir ? Peut-être. Partir ? Peut-être pas. Chez soi, c'est là où on choisit de réparer les fuites. Elle enfila ses doigts dans les siens. Alors, à bientôt pour des joints serrés. En bas, Loba formait les recrues non pas au maniement du fusil, mais aux tactiques de médiation, comment désamorcer les bagarres entre ivrognes en plaisantant avant les coups de poing.
les machinistes de Doria s'associaient à d'anciens techniciens de secte pour fabriquer des turbines basse pression capables de produire des vapeurs d'huile de friture, et vendaient des prototypes aux caravanes de passage. Même l'envoyé chinois a financé un toit d'héliostat réfléchissant une fois que certains profits sur le corridor ont permis de vaincre le sabotage. Pourtant, rien ne restait longtemps silencieux en zone de guerre. Les premières tempêtes de l'hiver apportaient des nouvelles, l'extrême-orient russe s'était effondré en milices distinctes, et une quantité de codes d'autorisation de lancement avait fuité sur les marchés du Darknet. Les services de renseignement de l'OTAN et de l'ONU prévenaient que des frappes anarchiques pourraient provenir de n'importe où, les réseaux de détection s'efforçaient de repérer chaque missile fabriqué dans un garage. Au Conseil, Raven proposa de construire un bunker communautaire profondément sous les fondations de la colonne 7, suffisamment profond pour abriter tous les enfants et au moins la moitié des adultes. Loba s'opposa à cette ponction des ressources, Saba argua de la nécessité morale. Le vote fut à égalité jusqu'à ce que le représentant machiniste de Doria lève la main. J'avais craint que cet endroit ne nous enchaîne. Il nous a libérés. Nous construisons l'abri. Les fouilles commencèrent. Creuser sous une raffinerie en activité, reposant sur la rouille et la chance, semblait insensé, mais Eugenio dessina des colliers de renfort et Laila programma des moniteurs soniques pour signaler toute micro-fracture. Jour après jour, une cathédrale de sécurité creusait dans le substrat rocheux. À la veille du solstice d'hiver, l'écoutille principale de l'abri étant fraîchement installée, Raven remonta dans la tour de fusées éclairantes. Le ciel nocturne scintillait de satellites et du rose pâle des aurores polaires, les radiations dansaient toujours, mais sur des orbites plus hautes et plus douces, maintenant que les lignes de cessez-le-feu tenaient en grande partie. Il se demanda comment les futurs enfants de Cordoba appelleraient ces lumières, des rideaux fantômes, des rivières célestes, peut-être simplement la rémanence. Des pas sur l'échelle. Violta le rejoignit, le souffle embrumé. Elle lui tendit une boîte métallique, peinte en or, fraîchement scellée. La dernière goutte de la colonne 3, dit-elle. Eugenio la ferme pour la réviser. Raven retourna la canette et sentit sa chaleur. Tu te souviens quand c'était vital? C'est toujours le cas, dit-elle, mais on peut transfuser le sang. On a découvert de nouvelles veines. Elle désigna l'horizon où leurs turbines à biogaz clignotaient en vert. Un jour, les tours cesseront d'exister, elles n'exploseront pas. Ils regardèrent les premiers flocons tomber au des niveaux radioactifs si bas que la chorale de Sabriel danserait sous eux au matin. Raven ouvrit le bidon, sentant l'odeur âcre de l'essence. Il en versa un filet sur la grille de l'allée et provoqua une étincelle. Une flamme bleue ondula, inoffensive, puis s'éteignit. « Adieu », murmura-t-il, au premier carburant de la guerre, aux charognards de l'enfance, à l'odeur qui les avait à la fois sauvés et marqués. D'en bas montait une faible musique, Sabriel répétait un hymne hivernal, les accords rythmant le bourdonnement du générateur. Le rire de Loba portait, profond et sincère. Les enfants criaient, chat, entre les pyramides de sacs de sable. Le couloir était vivant. Raven rapprocha Violta. Le vent sentait maintenant le givre et les fleurs d'oranger au loin, quelqu'un avait réussi à attirer un jeune arbre dans une cour abritée, sa première floraison depuis 10 ans. Le monde empestait encore la politique, le profit, la trahison potentielle, mais ce soir, juste au-dessus de la raffinerie, il sentait aussi le commencement. Il murmura, « Tu l'entends » ? Entendre quoi ? Le calme entre les tempêtes. Il est à nous, aussi longtemps que nous le protégerons. Et après ? Après, dit-il, nous apprendrons au prochain gardien comment faire. Ils se tenaient ensemble tandis que la neige et la lumière des étoiles se mêlaient, les tours en contrebas ronronnant non pas de menaces mais de promesses, les valves à l'intérieur de son esprit se relâchant pour la première fois, juste assez pour que, lorsque l'avenir l'appellerait à l'aube, Raven réponde reposé.